Bonjour Mathilde. Salut Chloé. Aujourd'hui on est chez toi, Oui, dans ton canapé, et j'ai découvert plein de choses avec toi. on a passé des moments très riches ensemble. Oui. Et l'idée qu'on a en fait aujourd'hui pour vous, c'est de vous retransmettre aussi cette richesse des échanges, des partages, pour que vous puissiez en profiter vous aussi depuis votre canapé. Comme nous. Par quoi on commence? Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, je veux bien. Je veux bien faire une tentative. Alors, je m'appelle Chloé Franery. Je suis actuellement prof de maths en année sabbatique. J'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai eu plusieurs vies comme toi, Mathilde. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait la prépa, donc les 2 premières années. J'ai eu un bac scientifique, mention bien. J'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. J'ai été gérante d'un pain quotidien, donc c'est une sorte de café-restaurant, boulangerie, brunch. J'ai travaillé au Club Med en tant que géo avec les enfants. Et j'ai été chef du personnel dans un restaurant. Et je me suis retrouvée dans les maths, puisque c'est vraiment ma passion première. Les maths, les mathématiques, c'est quelque chose qui me fait du bien, parce que c'est vrai ou faux. C'est facile pour moi c'est facile à vérifier. Les démonstrations sont incontestables. Et j'adore compter, et j'adore me poser des questions et comprendre le monde qui nous entoure. Alors certes, le monde ne s'explique pas exclusivement avec les mathématiques, et heureusement. Et ça, c'est ma partie, on va dire, scientifique. Et puis j'ai l'autre partie qui est hyper intuitive, je suis hyper dans mon émotion. Je suis quelqu'un d'ultra sensible, c'est même pas hyper sensible, c'est ultra sensible. Et je ressens énormément les vibrations des gens, en fait, ce qu'ils m'envoient. Mais comme le diraient plusieurs personnes, et tout récemment encore quelqu'un que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, je donne beaucoup de chance aux gens. Je suis trop naïve pour certains, parce que j'ai l'impression que les personnes peuvent toujours montrer ce qu'elles ont de meilleur en eux, et qu'il suffit de leur laisser la porte ouverte pour qu'elles puissent nous montrer toutes ces choses, toutes ces belles choses que des fois elles n'arrivent pas à montrer pour des raisons de blessures d'enfance, de freins antérieurs, de mauvaise estime de soi-même. Mais voilà, toujours est-il que mon intuition elle est importante pour moi, et j'adore le contact humain. Et d'ailleurs depuis le début de toute cette mascarade, je suis en contact avec plein de monde, et encore plus qu'avant. Et maintenant, non seulement je fais la bise, mais je fais des hugs à chaque fois. Et voilà, donc ça a renforcé ça chez moi. Et avec Mathilde, je retrouve cette dimension-là, entre autres, pas seulement, mais je suis très touchée par ta sensibilité et ta clairvoyance, en fait, ce que tu vois au-delà de la simple sensibilité habituelle humaine. Et notamment, j'ai su que tu avais une communication avec les animaux, par exemple. Oui. Donc parle-nous un peu de ça, parce que c'est quelque chose d'assez inédit pour moi. Et je pense que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, seraient intéressées de savoir ce qui se passe avec ça. Quels sont tes dons? La capacité de parler avec les animaux, c'est une capacité de s'ouvrir à une dimension autre que le mental. Et puis souvent, on va être dans une compréhension du monde parce qu'on a été enseigné à le comprendre sous forme d'intelligence, ça c'est juste, ça c'est faux. Et puis, alors qu'est-ce qui se passe avec mon intuition? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse? Alors quand on parle avec les animaux, on s'ouvre à la dimension du cœur. On appelle ça d'ailleurs soit la communication animale, soit le dialogue de cœur à cœur. C'est une communication de conscience. Et puis, on va observer des éléments qui sont différents de ce qu'on a l'habitude. Là, par exemple, nous, on est en train de partager de l'information. Comment est-ce qu'on la partage? À travers le verbe. À travers le verbe, on communique de l'information. Et en fait, là, on va être aux premières loges pour avoir le ressenti. C'est différent d'avoir un retour d'un animal qui va dire « Oh, combien j'aime cette personne !» ou tout d'un coup d'être envahi sous des flots d'amour absolument hallucinants, parce que l'animal nous envoie ça, et en fait, à travers la communication,
bah eux, ils passent par ce qu'on appelle la claire information, le fait d'obtenir des informations précises, mais aussi par tout ce qui est du ressenti, tout ce qui est du corps physique. Et comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir à ça? On peut aussi avoir des images, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir à ça? Tout ce qu'on va retranscrire après avec des mots, pour pouvoir le communiquer comme nous on fait. Alors, on doit faire un travail au niveau du cœur. Parfois, il y a des gens qui sont, par exemple, très angoissés, et puis qui ont envie de communiquer avec leur animal. Ça m'est arrivé des fois, d'avoir après l'animal en contact, d'avoir l'animal en ligne, au téléphone à l'autre. La personne qui faisait cette communication était tellement angoissée, et c'est aussi notre responsabilité de nous observer dans la relation pour être disposé à rentrer en relation avec l'autre, mais sans être chargé de tous nos bagages émotionnels ou de la journée ou des choses intérieures. Et ça demande vraiment cette capacité de s'observer, et ça, chacun peut le faire. Ce qui est d'intéressant après, c'est que ça ouvre à toutes les portes à l'intuition, à la communication avec sa propre âme aussi, ou des capacités de clairvoyance. Voilà. Et les animaux, en fait, ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres parce qu'ils sont dans le présent. Ils nous branchent à l'amour. Hein. Et ils n'ont pas de stratégie pour nuire à leur prochain, par exemple, ou à leur père. Non, ils sont pas du tout là-dedans. Et du coup, c'est un très beau chemin. C'est un chemin de développement, en fait, d'être en communion, que ce soit avec les animaux, avec la nature. Et l'idée, à travers ce chemin, c'est pas d'obtenir quelque chose en disant oui, maintenant, moi j'ai envie de voir. Et puis j'ai envie puis il faut que ça soit comme ça, il faut bien que ça rentre dans mes cases. Et c'est ça qui est si difficile actuellement pour l'humain à lâcher, c'est que tu fais quoi si ça rentre pas dans toutes les cases de tes a priori que tu avais, parce qu'il faut bien ranger les choses. Et puis en fait, c'est d'avoir cette capacité à aller dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension du cœur. Donc en fait, c'est les animaux qui t'enseignent à être plus en connexion avec ton cœur. Si je résume. Oui, ils ont beaucoup à partager à ce niveau-là, notamment là je pense aux dauphins, qui sont des êtres multidimensionnels, absolument extraordinaires, avec lesquels on peut faire des voyages très féeriques. Après, chacun aura sa spécificité, mais si on a par exemple des animaux de compagnie à la maison, sans même communiquer avec eux, on est en communication d'une autre façon. Je pense que ça a déjà arrivé à beaucoup de gens, quand ils étaient tristes, d'avoir l'animal qui vient réconforter, ou des fois d'avoir des pertes, des deuils qui sont vécus comme la perte en fait d'un membre de la famille, d'un autre proche. Et ça montre bien ce lien de cœur à cœur. Et je pense que c'est tout le défi qu'on a maintenant, c'est de pouvoir à un moment donné se reconnecter avec notre essence. Et notre essence, elle se trouve dans l'amour. Mais pas dans un amour naïf, un peu niais, comme ça, qui serait porté par le mental, et puis par l'ego, en train de dire, oui, moi, tu sais, je suis dans l'amour, et puis toi, tu y es pas, parce que si c'est comme ça, on n'y est pas vraiment, on est un peu à côté, là. Mais plutôt... Parce que je dis pas ce que je fais. Mais plutôt comme une harmonie qui peut se vivre au présent, et puis aussi dans son intériorité. C'est le fait de se reconnecter aussi avec qui on est, pour entrer en relation ça, avec c'est l'autre. tellement important pour moi, c'est tellement capital d'être connecté à soi, de s'aimer, d'avoir du respect pour soi-même, s'occuper de soi. Alors on nous a dit, les médias ou à l'école, ou en tout cas la croyance occidentale actuelle, c'est si je parle de moi, je suis égoïste. Et je trouve que c'est important de faire la différence justement entre le je narcissique qui demande juste à prendre et à ce qu'on nous donne tout le temps plein de choses parce qu'il y a des manques, parce qu'il y a des blessures, et le jeu de responsabilité. Je suis là, je ressens ça, c'est ma partie, ça m'appartient, c'est mon histoire, mais c'est pas pour autant de l'égoïsme que de traiter justement ce qui nous appartient et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Et je pense que c'est comme ça qu'une communication saine peut vraiment avoir lieu, quand chacun prend ses responsabilités. Et justement, je trouve que dans cette situation qu'on vit actuellement, on nous infantilise tellement,
l'État, les autorités, les médias, les scientifiques qui sont payés par des labos pharmaceutiques, qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'ils nous disent ce qu'on ne doit pas faire. Et on oublie de reprendre sa responsabilité parce qu'on s'en remet totalement à des autorités qu'on estime légitimes, mais qui en fait ne sont pas plus légitimes, et même, je trouve, beaucoup moins légitimes que celles qu'on a à l'intérieur de nous. Et par exemple, pour savoir ce qui est bon pour nous, je pense que c'est nous-mêmes qui savons le mieux ce qui est bon pour nous. Et on n'a pas besoin d'attendre de quelqu'un d'extérieur, et encore moins des gens qu'on connaît même pas, de nous déterminer ce qui est bon pour notre santé, par exemple, si on parle du Covid. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais c'est tout ça que ça m'inspire, ce que tu viens de me dire. Je pense que c'est très intéressant qu'on puisse se connecter à notre propre souveraineté intérieure, et puis finalement à amener des graines de joie, des graines d'amour, de bienveillance, ce qui n'exclut pas le fait de pouvoir s'affirmer aussi en disant non quand ce n'est pas aligné. Parce qu'il ne s'agit pas d'être un, entre guillemets, bisounours qui va dire oui à tout. Et notre ressenti peut aussi nous informer, notre intuition, la façon dont on sent les choses, si ça nous contraint, si ça nous ferme, si ça nous ouvre. Oui. On peut aussi rester dans cette communication consciente avec les autres, mais surtout aussi avec nous-mêmes, pour pouvoir, à un moment donné, être complètement responsable, mais aussi dans le non. Ah, t'as dit non, t'es pas dans l'amour. Mais qui c'est qui dit ça, en fait? C'est le mental, de nouveau, qui classifie, qui... Et ton amour, tu vas le vivre dans ton expérience, et par rapport à ça, c'est le fait, justement, d'être dans ton alignement, par rapport à la façon dont, déjà, tu réagis aux événements de la vie, mais moi je trouve que c'est hyper réducteur de réagir. Et puis ce qui est assez cool, c'est aussi de créer. Évidemment. Et on se sent tellement plus vivant, moi je trouve, en tout cas parlons en jeu, de créer des choses sans se laisser simplement balloter au gré des vagues, au gré des tempêtes. C'est tellement plus vitalisant, et enfin j'ai l'impression que j'ai ma place quand je crée quelque chose. Et c'est important, je trouve, de chacun sentir qu'on a sa place, qu'on a le droit d'être là, qu'on a le droit de penser ce qu'on pense, de dire ce qu'on dit, et de faire ce qu'on a envie de faire. J'aime bien dire je suis. Je suis. Alors attention, parce que le verbe suivre aussi peut être confondu avec le verbe être. Donc c'est intéressant de savoir, quand dans la phrase je suis mon maître, est-ce que je le suis du verbe suivre, ou est-ce que je suis mon propre maître? C'est intéressant. En français, on a des mots comme ça qui permettent des fois de noyer le poisson, mais c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on met derrière, justement. Quel est le sens de ce qu'on dit. Alors c'était une déclinaison du verbe être. Ouais, je me doute. Et ça m'a donné envie de développer ça. Et puis après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir toutes les capacités qu'on a, parce que il y a des personnes qui vont dire oui, moi j'ai des problèmes, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiques, d'ordre interpersonnel, dans les relations, quoi que ce soit. J'ai des problèmes. Ok? Et puis tu fais quoi avec ça? Ouais. Comment est-ce que tu montes ton énergie? Comment est-ce que tu fais pour te nourrir de ta propre présence? Qu'est-ce qui va te ressourcer? Ouais. Parce que c'est très important de savoir, d'identifier en fait ce qui nous fait du bien. C'est ça, parce que dans les relations, il y a justement une rencontre, un partage. Là, on parle des relations avec les animaux, aussi entre les personnes, avec soi-même. C'est comme ça qu'on a démarré la thématique de cette vidéo. Mais c'est aussi de dire comment est-ce que je m'ancre et je me positionne face à ma propre histoire, ou face à ce qui m'habite, pour me faire du bien. Et ce qui est incroyable, c'est que la plupart des personnes sont pas du tout au courant mais en fait, de leur capacité créatrice. Et on a des capacités créatrices qu'on peut développer. Ouais. Et pourquoi est-ce que la plupart des gens ne développent pas ça? Parce qu'on peut vraiment se poser la question. Je pense que Pourquoi? déjà on n'enseigne pas à l'école, et je trouve qu'on devrait avoir des cours de développement personnel, ou en tout cas de connaissance de soi, de savoir qui on est, ce qu'on aime faire, les talents qu'on a, et puis développer des choses qu'on a envie de faire aussi.
Mais ça, alors moi je suis prof, donc je le vois bien, on développe pas de tout ça chez les enfants. On ne cherche pas à ce qu'ils sachent qui ils sont et à ce qu'ils soient contents, fiers de ce qu'ils sont. Au contraire, on les réprime, on leur dit faut faire ci, faut pas faire ça, si tu fais ça, c'est pas bien, et puis on les punit, et puis on les récompense. Et ça, c'est toujours le chantage en fait binaire de t'as fait juste, t'as fait faux. Et puis c'est nous qui jugeons si c'est juste ou si c'est faux, c'est surtout pas eux. Donc ils apprennent pas l'autonomie et puis le recul, la maturité qui leur permettra ensuite d'être des citoyens ou des personnes en tout cas alignées, équilibrées. C'est toujours cette histoire que ça vient de l'extérieur plutôt que de venir de l'intérieur. Exactement. Et avant, on s'est rejoint avec Chloé dans notre conversation sur quelque chose de très important. C'était de dire, bon, chacune on a nos passions. Oui. Et puis de dire, tiens, comment ça se fait que toi t'aies développé ça, toi t'as développé du coup cet amour pour les mathématiques. Moi j'ai développé cet amour dans les soins aussi que je donne aux personnes, dans le développement de capacités extrasensorielles et puis dans les enseignements par rapport au fait qu'on puisse aussi se faire du bien en toute autonomie, par exemple. Et puis on est tombé tout à fait d'accord sur le fait que ce qui nous porte là-dedans, c'est la même chose, c'est la joie. Ouais, absolument. C'est quelque chose qui t'habite, c'est ça qui nous guide dans ton cœur. Voilà. Qui nous guide, Ouais, c'est un guide. Et c'est est-ce que je suis bien à faire ce que je fais maintenant? Voilà. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça me donne envie de sourire? Est-ce que ça me rend vivante? Bah, c'est ça. Voilà. Et à partir du moment où on trouve cette joie, bah, on va poser une question toute simple. Est-ce que la joie, elle est dans la tête? Ou est-ce qu'elle est dans le cœur? Je crois que vous avez la réponse. On faisait un petit jeu là aussi. Ah oui, sur la PNL avec les yeux. On a fait avec le doigt, tu sais. Hier, on a fait un petit jeu. Vous pouvez le faire aussi maintenant en même temps parce que c'est rigolo. On va dire, tu pointes quelque chose autour de toi qui est blanc. Tac. Là, c'est blanc. Et du blanc partout. C'est trop facile. Tu pointes quelque chose qui est un meuble. Ouais, j'aurais dit celui-là aussi. Maintenant, tu te pointes toi-même. Donne pas tout de suite la réponse. Ah oui, je donne pas la réponse. Vous pointez faites vous-même. cet exercice, ouais. C'est super intéressant. Vous avez pointé une chose après une autre, voilà, selon les consignes. Et maintenant, pointez vous-même. Ouais. Parce qu'il va le doigt. Tu pointes quoi? Toi tu es où? Toi tu habites où, en fait? Là. Ah, voilà. Et là c'est le cœur. Là c'est le cœur. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on vit, en fait. Donc si on vit là toute notre vie, c'est assez intéressant de considérer que le mental, il soit au service du cœur et pas le cœur au service du mental. Exactement. De cette façon-là, exactement, notre chemin, en fait, il devient plus lumineux, plus facile, plus agréable, parce qu'on arrive à percevoir avec une certaine finesse les événements, à les harmoniser. Oui. Et comment est-ce qu'on harmonise? Est-ce qu'on harmonise en faisant des plans, des calculs, en étant dans la réaction, on harmonise en étant dans la joie, dans l'amour? Oui. Hein? Je sais pas si ça t'est déjà... moi, pardon, tu disais... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé à un moment donné de rencontrer quelqu'un qui est pas bien, et toi tu vas hyper bien, et du coup tu le nourris de toutes tes belles énergies. C'est ça. Et je me vide et ça me plombe et après je suis déprimée. Donc c'est pas une bonne idée. Oui, parce qu'il faut aussi rester justement centré dans la respiration, dans son ancrage, et puis ne pas être une poubelle non plus. Moi, des fois, je me dis justement que j'ai tellement d'énergie que je peux en donner à moi et aussi aux autres. Voilà. Et que ça va pas me vider. Au bout d'un certain temps, si je continue à être en relation avec des personnes comme ça qui me vampirisent, en fait, qui me vident de mon énergie, après, je suis pas bien. Donc, il faut que je modère aussi, je sous-estime un peu ou je surestime ma capacité à encaisser, en fait. Et après, je le paye cher. Oui, donc, et comme, faut s'observer. À un moment donné, t'as un signal. Justement, c'est ça. Faut s'observer. Pour savoir, on en revient à ce qu'on disait avant. Voilà. Quand est-ce que c'est oui? Quand est-ce que c'est non? Et, comment est-ce qu'on se centre dans son cœur? Ouais, absolument. Et puis on avait fait aussi un exercice que j'ai trouvé intéressant. Oui. Avec
tu sais, le fait qu'on soit auditif, visuel ou kinesthésique, donc on a de la mémoire en fonction du fait qu'on voit, on se rappelle des souvenirs physiques, visuels, ou alors auditifs, ou alors ce qu'on touche. Et tu m'avais montré avec les yeux que quand vous racontez, quand on répond à des questions, par exemple, tu m'as posé des questions, et puis en fonction de où allaient mes yeux, ça me donnait de l'information, ça te donnait de l'information sur ce que j'allais rechercher, si c'était visuel, auditif ou kinesthésique. Je vais peut-être le compléter un petit peu. Oui, justement. C'est le fait que on est toujours dans des stratégies de recherche d'informations. Et puis, à un moment donné, dans la rencontre à l'autre, c'est aussi intéressant de savoir, ben tiens, qui est-ce que j'ai en face de moi, pour considérer aussi l'autre dans son altérité, le fait que c'est pas mon double. Ouais. Donc je m'intéresse à la personne en disant tiens, est-ce que cette personne, elle capte plutôt les informations de façon auditive, avec une grande sensibilité au son, avec une grande sensibilité aux sources. Bah typiquement, c'est les gens, s'il y a l'évier qui goûte, pour eux c'est insupportable. Ouais. Donc, ploc, alors qu'il y en a d'autres, ils s'en fichent, tu vois. Ou est-ce que cette personne, elle sera plus dans une construction visuelle, avec une grande attention au décor, avec une grande attention, je sais pas, à l'habillement. Il y a des gens, par exemple, qui vont à une fête et puis ils peuvent te dire, oui, cette personne-là, elle était habillée comme ça. Moi, j'ai aucun souvenir de ce genre de choses. Et puis après, le côté plus kinesthésique, donc ça sera soit dans l'émotionnel ou bien soit dans le ressenti physique. Bah là, ça va aller avec justement une possibilité de rentrer dans de l'hypersensibilité ou de l'ultrasensibilité avec une empathie très développée. Et puis chaque façon de fonctionner en soi, elle est belle. Après, c'est simplement de savoir que il y a des gens qui ont plus l'un ou plus l'autre ou un profil avec les trois qui sont relativement développés. Et puis avec les yeux, des fois on dit oui, regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. Oui, je te regarde dans les yeux, et puis sinon en même temps je suis en train de réfléchir à un truc, et on dit aux enfants, ouais, la réponse elle n'est pas au plafond. Ah oui, parce que quand on regarde au plafond, on voit que le mouvement oculaire, en fait, il part vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher dans le visuel. Donc ça c'est le visuel quand on regarde en haut. Ça c'est international. Ouais. Quelle que soit la langue qu'on parle espagnol, anglais, italien, chinois, n'importe. On va avoir ce lien entre la mobilité oculaire et puis les stratégies internes. Ou bien sinon on va aller sur le côté. Puis là, on va être plutôt dans l'auditif. Ouais. Ou on peut aller vers le bas. Et à ce moment-là, si on va regarder vers le bas, on va être plutôt dans du kinesthésique. Dans du lien avec son ressenti en fait, hein, c'est ça. Ouais. Donc on avait fait un petit exercice hier où Mathilde m'avait filmé. Et puis on voyait mes yeux qui allaient partout, et puis c'est vrai que ça correspondait à ce que je me remémorais au moment où j'en parlais en fait. Et je pense que ce qu'il y a de très important à voir avec ça, c'est qu'on a tous des filtres par rapport à la façon dont on perçoit la réalité. Et ces filtres, bah déjà, soit ils seront plus visuels, plus auditifs, plus kinesthésiques. Après, on en a beaucoup d'autres aussi, et la réalité, de manière abrupte, c'est pas quelque chose qu'on détient comme une vérité ultime. Et l'idée, c'est de garder en fait un espace de rencontre dans la bienveillance, là où on rejoint les valeurs de la joie, la valeur de l'amour aussi, dans la rencontre de l'autre, dans sa spécificité. Et à partir de là, on peut grandir ensemble, et on peut dire, ah bah tiens, ça, ce sujet, ça m'intéresse typiquement. Ah bon, comme je te disais, oui, il y a une personne qui m'a dit, ah, je croyais que j'étais folle parce que j'adore les chats. Animaux, mais je suis la seule. Ah bah non. Parce que, oui, bah, j'adore les chats, et puis je parle aux animaux, et puis, ah, depuis que je t'ai connue, alors maintenant je me dis que finalement, c'est normal, et puis, qu'est-ce qu'on va décider, dans quelle croyance on se trouve? Parce que il y a ces filtres qu'on a sur la réalité, mais il y a aussi toutes nos croyances, et selon l'endroit là où on est né, selon la culture qu'on a eue, il y a des choses qui vont nous apparaître évidentes, mais en fait qui ne sont pas tant que ça, et qui dépendent juste d'un certain microcosme, de l'espace dans lequel on a grandi quelquefois. C'est ça. Et puis ce que je voulais aussi, ce que je voulais évoquer aujourd'hui aussi avec toi, c'était ce qu'on s'est dit juste avant sur les choses qu'on
qu'on veut respecter chez soi absolument quand on est en relation avec l'autre et sur lesquels on est quand même assez ferme. Et on parlait de 3 choses qui me concernent aussi. Je trouve que c'était très inspirant d'avoir ces éléments-là. Alors, je sais pas si tu peux nous les redire dans l'ordre dans lequel tu te rappelles, tu nous les avais donnés. Oui. La première chose, je pense que dans toute relation, c'est important de savoir comment je me positionne, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est acceptable ou inacceptable, qui va faire que parfois c'est difficile justement quand on a des liens d'attachement, parce qu'à ce moment-là on peut avoir de la souffrance à dire mais je termine cette relation mais j'ai un lien d'attachement, c'est hyper dur. Mais on peut le faire pour notre quelles sont bien, nos limites en fait. Et c'est à un moment donné de dire quelles sont les valeurs primordiales qui m'habitent, sur lesquelles je suis intransigeante. Et pour ma part, il y a le respect qui va avec la bienveillance. Donc il faut absolument que la personne soit dans le respect et dans la bienveillance avec toi. Moi c'est pareil. À ce moment-là, on arrive à se comprendre tout en ayant peut-être des angles de vue qui sont très différents. Absolument. Et on n'est pas obligé d'être d'accord pour autant. C'est pas ça qu'on dit. Et la communication devient possible, où on peut être très similaire, ça va aussi. Oui. Mais c'est un indispensable. Et la bienveillance, en fait, c'est une déclinaison du respect. Après, il y a aussi l'empathie et la sensibilité. Oui. Disons que toi aussi, t'es une hypersensible. Et je sais que j'ai du mal à rester en lien de façon durable avec quelqu'un qui a pas de qui a pas ma sensibilité, ou en tout cas sur lequel on se rejoint pas, parce qu'on a du mal à se comprendre avec quelqu'un qui serait moins sensible, peu sensible. Je me sentirais vite exclue, incomprise, pas entendue. Et je trouve que c'est important, et on disait aussi que la troisième valeur, ou la troisième chose importante, mais peut-être après tu comprends. Oui, juste sur l'empathie et la sensibilité, c'est pas forcément quelque chose qui se vit avec des mots, mais dans une rencontre, on peut le vivre à travers la clairvoyance, même au niveau énergétique, savoir comment les personnes sont disposées à notre égard, quel genre d'informations ils nous envoient. Mais après, on peut le vivre aussi à travers un regard. On peut ressentir les choses à travers un geste. C'est le langage non verbal aussi. C'est le langage non verbal qui représente plus de 90% de la communication. Exactement. Et le langage à travers les mots, c'est une toute petite partie de la communication. Et puis si quelqu'un vous dit oui je vais bien dans un nom avec la tête, c'est dissonant. Oui, c'est dissonant. Tout ça, c'est des trucs qu'on a l'habitude de capter en fait inconsciemment. Mais voilà, c'est d'avoir une cohérence et du coup, faut pas chercher midi à 14h. Des fois, voilà, en un regard, l'information elle passe. Et c'est là qu'on trouve la sensibilité, l'empathie. L'idée, c'est pas de se mettre des exigences et en enfermant. C'est juste en disant, mais cette personne, comment elle rayonne ça dans son cœur. Voilà. Et puis la troisième chose, justement, que je trouve vraiment importante, c'est est-ce que l'autre m'accepte comme je suis? Vraiment comme je suis. Est-ce que je peux être moi-même avec l'autre? Et là, on peut avoir une relation extra riche et extra sécurisante. Parce que parfois on s'enferme dans des schémas avec des personnes qu'on aime mais qui ne nous acceptent pas et avec lesquelles on doit toujours se changer, se justifier, s'excuser, ou parce qu'on a l'impression que l'autre en fait est blessé par rapport à qui on est. Moi ça m'est arrivé pas mal de fois et à ce moment-là je pense que la relation elle a du mal à s'installer. Alors après c'est pas toujours facile parce qu'on est tous différents, on a tous vécu des choses différentes, on a tous des sensibilités différentes, des façons de voir les choses différentes, des blessures qui font qu'on réagit d'une façon ou d'une autre. Mais si on arrive à déjà au moins accepter l'altérité, la différence ou les différences, je pense que c'est bien engagé pour une relation durable et intéressante. Oui, moi je parlerai aussi du mot aimer. Absolument, mais évidemment. Pour moi ça c'est après. Oui, mais je veux dire, en tout cas, ces trois éléments-là, pour moi, permettent d'entrer dans une relation qui soit saine. Exactement. Ouais. Après, développer de l'amour, de l'amitié, quelque chose de plus engagé, c'est encore l'étape d'après. Mais
faisons attention, en tout cas moi j'essaye, je dis pas que j'y arrive, mais à faire attention à ces éléments-là pour savoir si je suis, si ma place elle est là avec toi ou avec quelqu'un d'autre, est-ce que je me fais du mal ou est-ce que je me respecte, tout en respectant l'autre bien sûr. Et c'est bien, je pense, d'avoir ces petits guides au fond de la tête ou au fond du cœur pour s'en remettre à ces petites choses quand on a des doutes par exemple, où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et puis on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je suis respectée? Et puis est-ce qu'on est sensible de la même façon? Ok, ouais, alors on y va. Et puis est-ce qu'on ose dire à l'autre aussi ce qui nous dérange? Il y a des choses, des fois, c'est hyper important. C'est difficile parce que parfois on a une éducation, j'ai l'impression où on doit tout retenir, on doit pas dire les choses qui vont pas, et puis ça s'accumule. Et puis après quand ça explose, ben c'est beaucoup trop, c'est excessif. Et puis là on peut casser des relations pour ces raisons-là. Alors que si on arrive, et c'est pas facile, hein, je dis pas que j'y arrive du tout, mais en tout cas je m'efforce de dire toujours les choses qui me gênent, mais j'arrive pas toujours à le dire de façon acceptable. Donc je fais de mon mieux, mais parfois ça peut aussi blesser. Mais en essayant de pas trop accumuler en soi, pour qu'il n'y ait pas des soupapes qui pètent, quoi, des casseroles qui perdent leur couvercle à cause d'un excès de colère, par exemple, parce qu'on n'a simplement pas écouté avant. Et puis quand ça sort trop fort. Donc voilà, c'est des petites clés en tout cas. Là. Ça rejoint toujours l'idée de s'observer, ouais. De développer son intériorité, de savoir ce qui est important pour soi, puis d'aller sonder son cœur, d'aller voir dans son cœur. Parce que la vraie rencontre, elle se passe, c'est une rencontre toujours de cœur à cœur. Ouais. Donc on parlait des animaux, les animaux c'est ça qui nous enseigne, mais c'est aussi un grand apprentissage pour les relations avec les personnes humaines. Et puis il y a un autre élément que j'aimerais bien développer, oui, c'est la capacité d'auto-guérison qu'on a. Bravo, ouais, très bonne idée. J'ai des exemples comme ça qui me viennent de personnes qui se sont guéries en fait. Dis-moi. Avec leur conscience, avec leur pensée, avec leur cœur. Stan Maillot, qui a été libéré le 30 novembre et qu'on a vu quelques jours la semaine dernière, qui dénonçait les réseaux pédocriminels en France, il nous a expliqué qu'il avait été empoisonné par la nourriture, très probablement, et qu'il avait senti ses organes se déliter, complètement partir à volo, et il a maigri d'un coup, et il se sentait partir, il se sentait mourir. Et il a parlé, alors ça peut paraître bizarre, hein, mais il a parlé à ses cellules, il a parlé à son corps, en disant non, tu vas te guérir, tu vas y arriver, et quelques jours plus tard c'était bon. Et quand on l'a vu, il était totalement sain, son corps était, enfin ça se voyait qu'il était en bonne santé en fait. Et il nous a raconté ça comme s'il racontait un miracle, quoi. C'était quelque chose qui paraît difficile à concevoir si on n'a pas vécu soi-même, mais t'as peut-être d'autres expériences où... Moi, ce qui me vient maintenant par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on rejoint le domaine des croyances, en fait, et qu'on a la conscience collective qui va nous dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça doit se passer de cette façon-là. Et à un moment donné, ce qui sort de cette conscience collective, on va le nommer soit un miracle, et dans le domaine de la médecine, les miracles, ils appellent ça des rémissions spontanées. Ah, donc ça a un nom. Oui, ça a un nom, c'est les rémissions spontanées. Rémission spontanée. Et puis, l'idée, c'est à un moment donné de dire, tiens, pourquoi est-ce que, par exemple, quand ils testent des médicaments, ils ont toujours besoin de savoir, est-ce que, parce que de toute façon, ça va marcher un petit peu pour l'histoire de l'effet placebo. Oui, donc, ils font des études en double aveugle, ça veut dire, il y en a un qui va recevoir quelque chose, en fait, c'est rien du tout. Il croit que c'est quelque chose, mais c'est rien du tout, puis l'autre, il va recevoir un médicament. Et ils disent, si le médicament, il a plus d'effet que le simple effet placebo, à ce moment-là, ça veut dire que il a une action, en fait. Voilà. Et puis, il y a des personnes, à un moment donné, tellement convaincues qu'ils avaient reçu quelque chose qui était, en fait, ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire qu'ils ont reçu rien du tout, mais tout le cadre était mis autour pour qu'ils croient qu'ils avaient ont la reçu croyance, en lien avec la croyance. d'actif. Et c'est leur conscience qui a fait le job, qui a fait que oui, ça a fonctionné. Il y a eu un résultat. Et ça fait d'ailleurs partie des protocoles en fait de tests, de vérifier que l'effet du médicament va supplanter l'effet placebo. Voilà.
Donc c'est quoi l'effet placebo? Moi ça m'intéresse plus l'effet placebo que l'effet du médicament, tu vois. C'est plus utile, pratique à utiliser. Parce que tu te dis, si on arrive à me mettre un cadre et puis dans lequel je crois que ça va marcher. Dans lequel je crois que ça va marcher, bah là t'es bien dans la conscience collective et tout ça. Mais en fait c'est quoi qui fait que ça va fonctionner? Bah c'est toi, des structures que t'as en toi-même. Hein. Et puis pourquoi à un moment donné on s'intéresse pas à ça qu'on a en nous, alors que on peut faire des choses avec ça. Absolument, il y a pas mal d'expériences qui ont été relatées sur justement ce genre d'effets et c'est exactement ce qu'ils essayent ce qu'on essaye de nous cacher, ou en tout cas ce dont les médias ne parlent pas actuellement, c'est de notre système immunitaire, de notre corps, de notre capacité à s'auto-guérir, à être résilient. Et non plus, comme ils ne parlent pas des remèdes naturels, comme la simple vitamine C, la vitamine D, du zinc, du magnésium, ou des choses qui font partie en fait de notre chimie intérieure. Oui. Et qu'il s'agit des fois juste de supplémenter, de rajouter, d'ajouter. D'ailleurs, savais-tu, par exemple, que quand on se fait un câlin, on booste notre immunité? Alors ça, je le savais parce que je le sens, mais chimiquement, ça a une explication aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font à nous séparer les uns des autres? Alors que c'est vrai, quand tu prends quelqu'un dans tes bras, on se sent tout de suite mieux. Et la joie qui monte, et je sais pas, on se sent rempli. Et le stress est un facteur de maladie. Ça aussi, c'est intéressant. Mais l'idée, à un moment donné, comme on a dit, dans la rencontre de l'altérité, c'est pas de dire qu'il existe une vérité unique, mais plutôt d'ouvrir des réflexions. Et moi, dans la façon dont je porte l'ouverture de ces réflexions, c'est aussi en faisant des soins, puis en ayant des résultats, même en faisant des soins à distance. Voilà, ça c'est la partie magique, entre guillemets, on peut appeler ça de la magie. Mais effectivement, tu fais des soins. La magie, l'âme agit. Parce que tu vois, on a plusieurs parties en nous-mêmes. Et je vais pouvoir citer un exemple que je trouve assez rigolo. C'était un chien qui avait une plaque en titane dans la patte, mais ça c'était mal reconstruit avec son os, tout ça. Et comme on pouvait pas l'opérer, parce que des fois pour faire une narcose, il faut vérifier que le cœur soit assez solide. Ça va dépendre aussi peut-être de l'âge, de plusieurs facteurs qui font que des fois, on va... Donc une narcose, c'est le fait de l'endormir pour l'opérer. Pour l'opérer. Alors là, c'était un peu sensible. Alors la maîtresse avait dit qu'elle voulait pas prendre le risque. Et puis après, elle m'appelle et puis elle me dit... on a fait le job, voilà, et elle me dit, donc je dis et on a fait le job avec la maîtresse, le chien et moi, et puis elle m'appelle et puis elle me dit, oui alors la voisine, elle avait vu mon chien courir, elle m'a demandé s'il avait eu l'opération, elle a dit, ah c'est bien, alors il court, il a l'opération. Puis elle rigolait, et puis elle dit, ah non, pas du tout, puis elle était trop heureuse, mais ça agit sur la matière en fait, et comment est-ce qu'on fait? On travaille sur l'information, sur la matière, mais avec les animaux, je dois dire que ça passe beaucoup mieux, parce que je fais ça aussi avec les humains. Donc des histoires comme ça, j'en ai pas mal, hein, à titre de témoignage, mais simplement, avec les humains, des fois on est bloqué par cette insertion dans la conscience collective qui va limiter et dire c'est possible de cette façon-là ça sera pas possible. Et moi c'est un petit peu... Donc il y a des pensées limitantes en fait, des freins qu'on se met tout seul. Oui, et puis des égrégores comme ça. Et moi mon cheval de bataille, pour rester dans le domaine animalier, de dire que tu peux développer ça, que les choses peuvent arriver, et après comment toi tu les laisses arriver. Et puis ça se passe, et puis c'est joli, parce qu'il y a beaucoup justement d'amour, de joie, de partage, et puis tu dis mais alors est-ce que je suis qu'un corps physique? Moi je rappelle qu'au départ j'étais psychomotricienne, enfin je suis toujours psychomotricienne, mais actuellement je suis pas en train de pratiquer en tant que psychomotricienne, mais c'est le lien dans la construction holistique de la personne entre le développement de la psyché, du corps, en lien avec les relations, tout ça, et puis voir ça vraiment comme un tout. Comme un tout. Et puis en fait, on est plus que ça. On est plus qu'un corps et une psyché. En fait, on a aussi des corps énergétiques,
on a une conscience, on a une âme, on a un esprit, on a des capacités de recréation du corps physique en fonction de notre information. Oui, nos cellules, toutes les cellules de notre corps se renouvellent régulièrement. Alors, je connais pas exactement la durée de vie de chaque cellule, mais je sais que je crois que les cellules qui durent le plus longtemps, elles durent quelques mois seulement. Et selon quelle information ça se refait? Si tu veux aller plus loin sur l'information, tu vas dire, alors nous on est fait d'eau. On a beaucoup d'eau. Oui, entre 60 et 80% en tout cas, d'après ce que j'ai lu. Ouais. Et puis l'eau, elle se charge d'informations. Il y a Masaru Emoto qui a montré ça. Oui. Il a montré des jolis cristaux qui se forment, ou des cristaux tout moches parce qu'on a mis des mots tout moches. Ouais. Et puis si on met amour, joie, voilà, ils sont jolis, des cristaux. Oui. Et il y a l'expérience du riz aussi avec Emoto. Oui, que j'ai faite. Il y a aussi de l'eau. Et puis nous on est fait d'eau. Oui. Alors nos pensées, tout elles ce qu'on sont a en nous, conditionnées à ce qu'on entend, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on reçoit. Puisqu'on est essentiellement fait d'eau. Ça va nous donner l'information. Ouais, aussi. On revient à observez-vous. Ouais, Créer en conscience. Qui êtes-vous? Hein? Tous ces sujets, je trouve qu'ils mériteraient d'être enseignés. Oui, ils le sont. Mais à plus grande échelle. À plus grande échelle. Et que ce soit pas juste une niche de personnes qui s'intéressent et qui ont entendu parler d'eux, et que ça soit diffusé un peu plus largement, qu'il y a des possibilités qui ne sont pas que dans la matière, que dans les sciences, le tangible, et puis que dans ce qu'on a identifié en tant qu'être humain, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. La quantité de choses qu'on ne sait pas, à mon avis, enfin, c'est pas mon avis, c'est un avis qui est partagé par énormément même de scientifiques, est bien plus importante que la partie des choses que l'on sait ou que l'on croit savoir. Donc ça mériterait d'aller explorer. Parle-nous du riz aussi. Le riz. Alors, cette expérience que j'ai faite en 2017, que Emoto avait lui-même expérimenté, et qui, je trouve, est très parlante au niveau de la pensée. On fait cuire du riz, et ça peut être un autre légume ou une autre céréale, mais disons que le riz c'est facile. Et puis on le met dans 2 ou dans 3 verres. Moi j'ai fait l'expérience avec 2 verres, donc si possible les mêmes, pas trop loin l'un de l'autre, pour pas qu'on pense que l'un est influencé par son environnement et l'autre pas. Et puis, pendant une semaine, on l'insulte le premier verre, alors c'est pas très sympa, mais on s'adresse à lui comme si c'était une personne. Alors oui, ça peut paraître bizarre, oui, on peut penser qu'on est fou, mais non, vous allez voir, la fin est intéressante. Donc on l'insulte, c'est je t'aime pas, tu pues, je te déteste, t'es horrible et tout. Et puis l'autre verre, c'est le contraire, je t'aime, tu es beau, tu sens bon, etc. Au bout de quelques jours déjà, mais c'est hallucinant, hein, le premier verre que j'insultais, il a commencé à puer vraiment, littéralement, la mort. Et il a commencé à avoir une mousse noire au-dessus, donc c'était la moisissure, mais vraiment de la moche moisissure, quoi. C'était vraiment horrible. Et puis avec l'odeur pestilentielle. Et puis l'autre, au début, aucune moisissure, rien du tout. Et puis il y a eu, au bout de peut-être 5 jours, des petites taches rouge-rose, mais pas de mousse noire. Et puis bon, après, je les ai laissés un peu plus longtemps, je les ai laissés, je crois, 10 jours. Et donc le premier était rempli de mousse noire, et le deuxième, il y avait un petit peu de mousse de moisissure grise avec ces petites taches roses, puis ça sentait pas mauvais. Et puis quelqu'un qui a fait cette expérience avec 3 verres, le troisième verre, on l'ignore totalement. On met du riz, pareil, mais on le laisse tomber totalement. Et ben, d'après ce que ces personnes m'ont dit, c'est le troisième verre qui est complètement soumis à l'indifférence totale de son environnement qui se dégrade le plus vite en fait. Oui. Ça donne une information, je trouve, sur aussi comment on ressent la haine, l'amour et puis l'indifférence. Et ça c'est hyper intéressant aussi par rapport à une expérience qu'ils avaient fait avec des enfants, de voir si c'est plus important pour eux d'être nourris ou de recevoir de l'affection. Et à un moment donné, ils faisaient des expériences à l'époque qui étaient vraiment pas sympas pour les enfants. Et on a vu que les enfants se laissaient dépérir. Oui, et tu m'as parlé du cas de jumeaux. Quand ils étaient plus en train de recevoir de l'affection, ouais. Donc tu peux nous expliquer ce que tu m'as expliqué hier soir sur les 2 jumeaux? L'un avait été séparé. Oui, 2 jumeaux, il y en a un qui est séparé, qui est isolé, et puis tout d'un coup,
Bon voilà, il se met à dépérir, il n'a aucun contact de chaleur humaine, de toucher. Hein. Avant on parlait du kinesthésique, c'est le toucher, ça rejoint l'émotion. La peau, dans le développement de l'enfant, dans le ventre, la première chose c'est que la peau, ça va se développer comme le cerveau. À la base c'est la même chose. Et dans la construction aussi psychique de l'individu, le fait d'avoir le sentiment d'être soi, la différence entre l'intérieur et l'extérieur, tout ce qui nous évite en fait dans la psychose, dans des états psychotiques, ça vient aussi, ça se construit dans le développement de l'enfant à travers la peau. Et cette altérité, on la ressent à travers le toucher et toute cette nourriture qu'on a dans la relation à l'autre. Et donc, une infirmière voyant cet enfant dépérir a eu la bonne idée de placer son jumeau, le jumeau de manière spontanée et naturelle l'a touché. Et puis après, l'enfant a pu reprendre des forces de la vigueur. Et ça, ce sont des observations qui sont documentées dans le domaine en fait du développement psycho-affectif et notre besoin vraiment fondamental d'être en relation et en relation aussi à travers nos sens. Et par rapport à ça, je trouve que c'est très dur, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve que c'est très dur ce qu'on fait vivre aux enfants actuellement par rapport au fait d'avoir toute une partie du visage qui est masquée pour tous les enfants, que ce soit en milieu scolaire ou que ce soit quand... Bon après normalement pas dans le cadre familial, mais pour ceux qui sont en garderie ou des choses comme ça. Parce qu'on a énormément d'informations sur l'autre qui nous permettent d'être en relation. Et aussi à travers l'air qui circule, on échange des informations à travers cet air. Et puis, il y a des enfants qui sont en difficulté, qui doivent apprendre à lire ces émotions parce qu'ils savent pas comment faire. Alors on peut dire qu'ils ont des traits autistiques, des choses comme ça. Et les bébés qui sont dans des crèches, ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin d'apprendre le lien justement entre tout ce qui est du non-verbal et tout ce qui est de ce que vit l'autre. Alors évidemment, le processus de différenciation, il s'établit sur plusieurs années. Et puis à la base, la différenciation, elle est pas là, ça c'est normal. Mais quelle entrave au développement à un moment donné de cacher toute cette partie-là, les voix chantantes aussi. Pour apprendre une langue vivante, par exemple. Comment tu apprends le th quand tu es prof d'anglais à tes élèves sans montrer ta bouche. Là, j'avais lu des études, enfin des articles plutôt avec des psychiatres, des pédopsychiatres, des professionnels de la santé et particulièrement ciblés sur l'enfant, qui parlaient des troubles psycho-affectifs, des troubles de l'apprentissage et même des troubles intellectuels, c'est-à-dire qu'il y avait une régression du niveau intellectuel depuis cette histoire de masque. Et évidemment des tendances suicidaires, des tendances dépressives des enfants. Bien sûr. Donc c'est vraiment maintenant, c'est quelque chose qu'on observe et qui est dit, c'est pas anodin ce qu'on vit maintenant. Et protéger nos enfants, est-ce que c'est les empêcher de se propager des gouttelettes de salive ou est-ce que c'est de maintenir un lien, une sécurité affective, un lien visuel, un lien émotionnel avec l'autre en montrant son visage, en se permettant de respirer, bien sûr, et de sourire, et de communiquer sans ces bâillons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion « je me protège de l'autre ». Oui, en fait, ça met... Je me protège du virus, je me protège de l'autre est potentiellement dangereux. C'est ça. Je dois agir de cette façon-là. Ça sème l'idée que, inconsciemment, l'autre est un danger pour moi. Oui. Et ça, c'est des choses qui sont engrammées pour perdurer, surtout chez des jeunes enfants qui commencent leur vie, ou des bébés, qui commencent leur vie en voyant des adultes avec un cache-bouche, avec quelque chose qui leur masque complètement le visage, ou presque complètement. Il y a des personnes que je connais qui travaillent en garderie qui m'ont dit mais comme c'est difficile de rester dans cette humanité, dans leur humanité, coucou chouchou, comme c'est difficile de rester dans leur humanité en ayant ces contraintes-là qui impactent énormément la relation et dans toute chose, que ce soit dans la communication animale, on va dire oui, pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va se passer? Parce que le levier de la relation, le levier qui est quelque chose qui bouge, c'est quoi? C'est toujours l'amour, c'est toujours dans la relation à l'autre,
on a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on va mobiliser des ressources, on va faire preuve de capacité d'adaptation ou de mettre en place des choses, voilà, quelles qu'elles soient. Et à un moment donné, ben, ça c'est quelque chose qu'on perd de l'humanité dans la rencontre de l'autre, là où on n'est pas à l'aise, mais en même temps, il y a des injonctions à respecter. Ça nous met face à des dissonances des dissonances et des risques ouais. de conflits de loyauté, en fait. Ouais, voilà, envers exactement. qui on est loyal, envers les autorités, envers nous-mêmes. C'est des moments, je pense, qu'on traverse en ce moment où on est obligé, à un moment donné, de se positionner, de se comprendre, de se connaître mieux et de savoir où on va, et qui on est, et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Donc pour moi, c'est un révélateur, toute cette histoire de pandémie, qui nous permet de nous connaître mieux, et puis paradoxalement de nous relier les uns aux autres. Chez moi, c'est ça que ça a occasionné, et ça m'a permis, par exemple, de te rencontrer. Oui. Est-ce que dans une autre période, on aurait pu se voir comme ça, se rencontrer de façon aussi intense aussi, puisque je trouve que ça décuple la puissance des rencontres qu'on fait les uns avec les autres. Que ça soit dans le rejet ou que ça soit dans l'amour. Oui, et je voulais dire aussi une chose par rapport à ce masque. Ouais. C'est que j'ai beaucoup de tendresse pour les enfants qui souffrent de traits autistiques. Alors, que ce soit des traits ou que ce soit des troubles plus importants dans leur développement. J'ai travaillé pendant des années avec cette population-là. Et je me dis, mais mince, quelle souffrance pour eux. Parce que tu vas les aider, les accompagner, dire oui, alors on va voir comment être en relation à travers le jeu, à travers le corps, à travers plein de choses comme ça. Et là, zut, quoi. Il y a tout on s'en fiche, quoi. Ils sont laissés sur le carreau, ouais, on les considère pas. Ils sont complètement laissés sur le carreau, et je trouve ça triste, et je pense souvent à eux, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Je trouve que ça doit être hyper dur, et pour eux, et pour leur famille. Alors après, tu peux dire, oui, si t'es bien construit, tu peux peut-être faire avec, t'encaisses mieux, mais il y en a, ils sont en difficulté, c'est dur pour eux, et quand est-ce qu'on pense à leur développement psycho-affectif, et quand est-ce qu'on pense à leurs besoins, et qu'est-ce qu'on fait pour eux, et zut, quoi. Mais ça permet de se poser des questions sur est-ce qu'on veut vraiment protéger notre santé, ou est-ce qu'on exerce un contrôle sur nous, puisque la santé pour ces enfants ou ces personnes-là, mais c'est manifestement pas de les couper de contact, au contraire. Ça les enferme dans leur bulle et ça leur permet pas de se développer. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toutes les personnes qui nous regardent, à vous, et aussi aux personnes qui n'osent pas encore s'émanciper, prendre leurs responsabilités, qui ne sont peut-être pas dans la joie, qui se coupent de leurs parents, de leurs amis, par peur, par obéissance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part déjà un très joyeux Noël? Je vous souhaite un joyeux Noël, et je vous souhaite d'ouvrir cette réflexion sur comment est-ce que j'écoute mon cœur, quelle place je laisse à mon cœur au quotidien, qu'est-ce qui me met dans la joie, qu'est-ce qui me fait du bien, quand est-ce que je me sens, puis on est dans l'instant. Alors pour certaines personnes ça sera de cuisiner, d'aller dans la nature, de voir leurs petits-enfants, ou ça va vraiment dépendre de la vie de chacun, mais comment est-ce que je fais pour m'honorer, m'observer, et à travers cette observation, ah ouais, là j'ai eu un moment de joie, ah bah super, alors ça je vais reproduire, pour en avoir de plus en plus. Et moi je crois que la terre, elle se nourrit aussi de toute la joie, comme avec l'histoire des grains de riz, ouais. Tu vois. Et si à un moment donné, on arrive à offrir notre être dans ce qu'il est, je dis pas qu'il faut être dans une exigence, je suis que ça ou je suis que ça, on traverse différentes choses dans la journée, dans les semaines, en fonction de plein de facteurs. Mais si on dit, tiens, moi en fait j'ai envie d'offrir ça au monde, puis aussi à moi-même, parce qu'on disait, j'offre pas seulement aux autres, je m'offre aussi des choses à moi-même. Et puis comment est-ce que je peux aller chercher ces graines ou ces petites étincelles qui font que tout d'un coup, j'ai les yeux qui brillent, je suis dans le présent, et puis j'oublie
toutes ces choses qui me font peut-être un peu mal des fois, et juste, ah, le temps il a passé vite, là j'étais bien. Et ben c'est ça que je vous souhaite, c'est de trouver pour vous, c'est où, c'est quoi, et d'ouvrir cette réflexion à travers le fait de s'observer pour nourrir aussi la terre de toute la magnificence qu'on porte. Et ça, c'est comme un jardin qu'on va choisir de cultiver en fonction de notre libre arbitre. Oui. Voilà. Alors ça, j'adore ce que tu me dis. Pour moi, c'est très régénérant, ce genre de paroles. Et ce que moi, je souhaite aussi, j'aimerais ajouter, compléter, ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est de continuer à avoir le courage de s'affirmer et surtout de dire ce qu'on pense, malgré peut-être les jugements, les médias qui nous diabolisent quand on n'a pas la même parole que ce qui nous est donné par nos autorités, par la télévision notamment. Donc oser être soi-même, oser être différent, parce que c'est vrai qu'on peut risquer, ou en tout cas je sais que certaines personnes ont peur d'être exclues du groupe puisqu'elles pensent différemment, mais sachez qu'on est tous différents et que il y a énormément de personnes qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas dire ce qu'elles pensent par rapport notamment à cette situation qu'on traverse depuis le mois de mars, et qui en fait, en ne le disant pas, ne savent pas que tout plein d'autres personnes pensent exactement la même chose. Et qu'en le disant, non seulement c'est libérateur pour nous, parce qu'on est soi-même, on ne joue pas un rôle fabriqué, artificiel, on est vraiment aligné avec nous-mêmes et puis on est sincère, mais en plus de ça, on a plein de monde autour qui peut nous rejoindre et avec lesquels on pourra se sentir accepté, aimé pour qui on est et avec lesquels on pourrait être vraiment soi-même. Donc ça rejoint l'interdépendance aussi. L'interdépendance, on a besoin aussi les uns des autres, hein, on n'est pas des êtres isolés. On n'est pas des îles. On n'est pas des îles. Et donc, osons être soi, c'est un vrai cadeau qu'on peut se faire. Et puis n'ayons pas honte d'être heureux, n'ayons pas honte de nous serrer dans les bras, de manger ensemble, notamment au réveillon, mais pas seulement, de voir ses parents, sa famille, de se faire des câlins. Parce que c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui est excellent pour notre santé, contrairement à ce que nous disent certaines sources de désinformation. Donc un très joyeux Noël à vous. Prenez soin de vous, dans le sens holistique du terme. Et puis à très bientôt, à l'année prochaine. 2021 nous attend. Oui. Pour les personnes qui se demandent encore qui je suis et qui sont arrivées jusqu'au bout de la vidéo, je vais le dire maintenant, parce que je l'ai pas dit au début, c'est réservé seulement pour ceux qui ont suivi. Persévérant. C'est réservé que pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Donc je suis Mathilde Finsterwald. Je travaille donc, comme vous l'avez compris, en communication animale, en soins quantiques et en réinformation. Et puis j'ai aussi des activités d'enseignement dans ce domaine-là. Et vous pouvez me trouver sur le site internet www.soinlibre.ch et www.grabovoyconsulting.com. Et ça, je peux vous le mettre en écrit, voilà, comme ça vous le voyez. Et si à un moment donné vous voulez me contacter ou savoir qui je suis, eh ben, comme ça vous savez. Ça, je pense que c'était bien aussi de le dire. Ouais. Et puis c'est tout. Et puis au revoir. Bon réveillon à tous. Bon réveillon. Joyeux Noël et cultivez la joie pour vous, pour tout le monde. C'est hyper important. La joie, hein. Ouais, la joie. La joie, c'est le plus important. C'est le sens de la vie. C'est le sens de la vie. Hein, comme ça, on est bien.